Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée, le bulletin d'information que nous ouvrons avec la recrudescence de la migration irrégulière, avec cette information qui nous est parvenue donc ce matin, relayée par Horizon Sans Frontières, qui fait donc écho de la disparition d'une pirogue de plus de 80 personnes à bord, donc plusieurs femmes et des enfants, selon Boubacar Sey, président de l'ONG Horizon Sans Frontières. Ils étaient partis de Kayar il y a exactement 17 jours. Nous y reviendrons bien naturellement avec plus de précision. De la politique. Pour poursuivre donc cette édition, Birame Faye hérite du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel. Il y a donc 3 mois donc de la présidentielle. Le temps est court, mais il souhaite donc redynamiser le secteur. Le ministre décline donc ses priorités devant le jury du dimanche. Son plus grand projet est de mettre donc en place une ligne de crédit de financement dédiée à l'artisanat. Le ministre souhaite par ailleurs encourager les Sénégalais à s'intéresser aux produits locaux. Suivons les détails dans cette synthèse signée Mamadou Dieng. Premier secteur pourvoyeur d'emplois au Sénégal, le secteur informel regorge d'innombrables métiers, surtout dans l'artisanat. Le tout nouveau ministre aux commandes de ce département, Birame Faye, travaille déjà sur des priorités, dit-il, pour le rendre plus dynamique et attractif. Nous avons plus de 120 corps de métier. Nous avons 1 million d'artisans répertoriés et existants dans le fichier. Maintenant, continuons de tenir des artisans non répertoriés et qui ne sont pas encore pour le fichier. Et ça constitue d'ailleurs un de nos premiers chantiers, avoir des statistiques fiables pour pouvoir prendre les meilleures décisions. La participation au PIB, au produit intérieur brut, dépasse les 10%. Donc c'est 2 secteurs stratégiques, l'artisanat et le secteur informel. Et nous travaillons déjà sur des priorités, la consolidation de la stratégie nationale de développement de l'artisanat, la modernisation aussi des champs des métiers et l'élargissement de leurs prérogatives, de leurs attributions. Même aujourd'hui, mon ambition, c'est de travailler à ce qu'une ligne de crédit substantielle soit dédiée en tout cas à l'artisanat. Il y va également de la formalisation du secteur. Premier chantier, mettre en place une ligne de crédit de financement dédiée à l'artisanat, renforcer la formation et autant d'autres pistes. Mais jouer surtout sur l'articulation entre l'artisanat en tout cas traditionnel et l'artisanat moderne. Travailler davantage sur l'exportation et sur le consommé local. Donc voilà autant de chantiers en tout cas sur lesquels nous comptons travailler au-delà du renforcement en tout cas de la modernisation des chambres de métiers et de l'élargissement de leurs attributions. Je l'ai dit tout à l'heure, chez nous la situation elle est un peu atypique. Parce que les chambres de métiers constituent nos représentations régionales, contrairement à beaucoup de ministères. L'emploi salarié ne peut pas prendre en charge beaucoup de jeunes. Et c'est partout dans le monde. On est vers 270-300 000 emplois dans la fonction publique. C'est 18 millions de Sénégalais. Donc l'emploi salarié, c'est bien. Mais la solution à l'emploi des jeunes, c'est l'auto-emploi, c'est l'entrepreneuriat privé. Et la première solution à ce problème, c'est développer le secteur informel, formaliser le secteur informel, c'est renforcer l'artisanat. L'artisanat fait surtout face à une rude concurrence des produits étrangers dans le marché. Birame Faye et son ministère souhaitent travailler à ce que les Sénégalais s'intéressent davantage aux produits locaux. Le monde est un village planétaire. Le Sénégal exporte comme le Sénégal importe, même si nous venons aussi à l'équilibre de la balance commerciale. Je l'ai dit tout à l'heure, parmi mes principales priorités figure en tout cas l'exportation de nos produits artisanaux. Parmi nos priorités aussi figure en tout cas le renforcement de la consommation locale. Par exemple, le président a mis en place un programme de mobilier national. Travailler à ce que tous les ministères quand même utilisent nos produits. Travailler à faire intéresser les Sénégalais et les Sénégalaises aux produits fabriqués au Sénégal. Le ministre Birame Faye hérite du département de l'artisanat et de la transformation du secteur informel à 3 mois de l'élection présidentielle. N'empêche, le tout nouveau ministre travaille avec son équipe pour contribuer à la modernisation, l'organisation et la formalisation de ce secteur. Par ailleurs, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'invité du jury du dimanche tend la main à ses anciens camarades de l'Alliance pour la République qui ont ainsi décidé d'être candidats à la présidentielle de 2024. Pour lui, la logique voudrait qu'ils se retrouvent autour de l'essentiel.
puisque le président de la République, Macky Sall, a choisi le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar et tous étaient d'accord pour donc soutenir ce dernier. Le ministre de l'Artisanat pense qu'il faut ainsi honorer le président de la République. Birame Faye répondait ainsi aux questions de Aïssata Ndiaye Fall. Logiquement, Cohérence pour Cohérence, c'est des gens qui devraient aujourd'hui, en tant que quand même acteurs du bilan, accepter de se retrouver autour de l'essentiel, parce que c'est le camarade, le prince Amadou Ba, qui a été choisi après un long processus sur la base de consultation inclusive avec tous les candidats. Donc je tends la main à tous ces gens-là, quand je lance un appel à tous ces gens issus de la majorité, qui sont des camarades. Nous avons passé d'excellents moments, nous avons fait de très belles choses pour ce pays. Ils ont le droit d'être candidats, d'avoir des ambitions, mais la logique voudrait quand même aujourd'hui qu'ils acceptent la décision du président. Parce que quand il y a une contradiction, on ne peut pas créer un parti politique. On donne les coups de franche au chef du parti, qui nomme à tous les postes politiques avant notre accession au pouvoir. Et ça n'a jamais posé problème. On arrive au pouvoir de 2012 à aujourd'hui, c'est le président de la République, chef de l'État, chef de notre parti politique et patron de la coalition qui nomme qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il veut, dans le parti comme dans l'État, et ça n'a jamais posé problème. Je pense à 6 mois ou 4 mois de la consultation présidentielle électorale, on ne devrait pas refuser à ce leader, choisi librement et volontairement, et qui a tout aussi pour notre leader, son expérience, son parcours politique, son parcours institutionnel, sa carrière d'homme d'État, les réalisations qu'il a faites pour ce pays et les perspectives qu'il a encore pour ce pays. Nous devons honorer le président. Et en attendant d'y parvenir, une polémique est née autour du parrainage. On pose le débat pour éclairer l'opinion. Qui y a droit exactement? Un expert pour répondre à cette question, le responsable du groupe de recherche et d'appui à la démocratie participative et à la bonne gouvernance, GRADEC donc, évoque la loi et les critères qu'elle exige, suivant les explications de Ababacar Fall, joint au téléphone par Hassan Top. Dans le cas d'un citoyen, donc qui veut être candidat indépendant également, il y a des conditions. Il faut que cette personne n'ait jamais milité dans un parti politique. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, s'il avait milité dans un parti politique, qu'il ait peut-être quitté ce parti depuis au moins 1 an. Donc si vous, en tant que citoyen, vous n'avez jamais appartenu à un parti politique, vous pouvez, muni donc de votre lettre de mandataire ou par ou désigner quelqu'un pour aller à la DG récupérer les fiches de candidature. C'est comme ça que cela donc se passe pour quelqu'un vraiment qui n'a jamais fait de la politique. Donc vous êtes obligé de vous présenter en tant que candidat indépendant. Si vous avez déjà fait de la politique, c'est le cas aujourd'hui par exemple des candidats comme Boun-Abdallah Dionne, de Aly Ngouille Ndiaye, c'est des gens qui ont appartenu à l'APR, donc qui ne remplissent pas les conditions pour être un candidat indépendant. Alors ces gens-là, en principe, doivent être parrainés par un parti politique, présenté par un parti politique, une coalition de partis. C'est comme ça que cela se passe. Nous nous rendons à Koungheul, c'est dans la région de Kaffrine. Les élèves du lycée éponyme poussent ainsi un ouf de soulagement, alors obligés de faire la navette entre les établissements primaires et le CEM de la place pour pouvoir donc suivre les cours convenablement. Le conseil départemental vient donc de construire un deuxième lycée d'une valeur de 100 millions de francs CFA. La cérémonie de réception s'est ainsi déroulée en présence des autorités locales, mais également en présence des parents d'élèves. Suivons les détails dans ce compte rendu signé Boubacar Falbop. Oui. Depuis 20 ans, la commune de Koungheul ne disposait que d'un seul lycée. C'est pourquoi beaucoup d'élèves du secondaire étaient obligés de faire cours entre établissements primaires et CM de la localité. Mais cette situation est désormais un vieux souvenir, car le conseil départemental vient de construire un nouveau lycée sur fonds propres. Donc, au terme de la construction de ce bâtiment, qui a duré 6 mois, pour un montant de 100 millions, qui correspond exactement au budget qui a été alloué par l'État au conseil départemental, on a pu réaliser 5 salles de classe, 16 box d'hygiène et un bureau qui va abriter l'administration. Je crois que c'est une chose qui est très rare au niveau des collectivités territoriales. On a vu que les travaux ont été exécutés suivant les règles de l'art. Nous avons commis un bureau de contrôle qui a réceptionné les plans de fondation et qui a tout suivi.
Les autorités académiques saluent l'initiative et s'engagent même à en faire un lycée d'excellence. Nous allons simplement demander aux parents d'élèves aussi d'accompagner ce projet pour permettre à ces élèves-là d'apprendre dans de très bonnes conditions pour un démarrage effectif des enseignements et apprentissages ici et lundi. Pour rappel, le département de Kaffrine s'était classé premier en termes de résultats au baccalauréat de l'année dernière avec à la clé 2 mentions très bien obtenues par une fille et un garçon. Pendant ce temps, suite au litige foncier à Bambilor, le maire de la commune, en compagnie du maire ou des maires de Diender et de Kayar, souhaite ainsi rencontrer le président de la République afin de trouver des solutions donc aux problèmes fonciers. Les populations réclament ainsi l'extension des villages pour obtenir des parcelles destinées à l'habitation, suivant ainsi les explications de Ndiagne Diop. Il est le maire de Bambilor et il s'exprime au micro de Babacar Seck. D'abord, les extensions des villages, qui était une demande sociale, dont le président avait donné des instructions fermes aux services techniques de l'État. Mais jusqu'à présent, ces extensions n'arrivent pas à voir le jour. Mais nous savons que cela est dû à ce que là où les villages doivent être, là où les extensions des villages doivent être faites, ils ont trouvé que ces assiettes ont été attribuées à d'autres Sénégalais. Et c'est ce qui a amené même les populations de Mbey, qui, leur extension, qui s'étend sur 22 hectares, et c'est sur cette assiette qu'on a attribué un bail ou bien un titre foncier à M. Soyibou Seck. Nous n'avons rien contre les promoteurs, mais d'abord nous devons défendre l'intérêt de nos mandats, l'intérêt des populations, de nos collectivités territoriales. Nous avons combien de jeunes? Une commune comme Bambilor qui fait 55 000 habitants, dont nous pouvons dire que le tiers de cette population habite dans le village de Bambilor. Et le tiers habite dans le village de Bambilor. Et aujourd'hui, dans ce village, nous pouvons dire que 60% ou 70%, c'est des jeunes, et ces jeunes doivent habiter dans leur village. Donc, c'est le moment que nous faisons bloc ensemble pour trouver des mécanismes et des solutions pour régler cette demande sociale. Et sur ce, nous ne croyons qu'au président Macky Sall. Santé, dans cette édition, les 79 médecins-chefs du district du Sénégal sont actuellement les hôtes de la capitale du Nord, à Saint-Louis. Donc, ils tiennent à des journées scientifiques consacrées à leur rôle dans le système de santé au Sénégal. Les détails, c'est avec Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Les médecins-chefs de district sanitaire du Sénégal tiennent des journées scientifiques qui viennent de démarrer dans la capitale du Nord. Cette première édition se tient suivant des orientations stratégiques du ministère de tutelle. Ces cadres supérieurs de l'administration sénégalaise, en se mettant ensemble, ont également identifié le domaine de définition, pour ne pas dire le domaine d'action, dans lequel ils vont travailler, à travers lequel ils vont également apporter des contributions au renforcement du système de santé sénégalais. Ces responsables de districts sanitaires engagent ainsi une réflexion sur 2 problématiques majeures qui les concernent directement. Nous avons en fait beaucoup discuté durant des années sur la problématique du médecin-chef, du poste de médecin-chef de district, mais surtout sa place au niveau de la réforme du système de santé. Nous avons aussi beaucoup discuté sur l'éthique et déontologie médicale. C'est pourquoi nous en avons fait les 2 panels de réflexion pour ces journées aujourd'hui. Le 3e objectif que nous avons, c'est vraiment de mettre en place l'amicale. Parce qu'aujourd'hui, c'est le comité d'organisation qui a organisé, mais ça doit aboutir à la mise en place effective de l'amicale des médecins-chefs de district. Les conclusions de ces travaux vont permettre aux 79 médecins-chefs de district sanitaire du Sénégal d'avoir une feuille de route conforme à la réforme du système de santé. Dans le même chapitre, retenez que la mairie de Moulamp, en partenariat avec le district sanitaire de Tchonkessil, a organisé donc une journée de dépistage et de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et du sein. Plusieurs femmes de l'arrondissement de Tendouk ont ainsi été dépistées lors donc de cette journée qui s'est déroulée au poste de santé de Moulamp, une première dans cette commune du département de Bignona. Les détails, c'est avec Hassan Ba.
Cette journée de dépistage et de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l'utérus, organisée dans le cadre des programmes de la campagne Octobre Rose, s'est déroulée au poste de santé de Moulomp, une initiative du maire de la commune pour contrer ces maladies dans cette zone du Blouf. Nous avons constaté qu'ici, dans la commune de Moulomp, la majeure partie des femmes, pour des raisons du cancer, souvent ils quittent Moulomp pour aller jusque dans les grandes communes ou bien dans les grandes villes pour aller effectivement se dépister. Et ça, c'est pour nous une opportunité de permettre à ces femmes qui habitent dans le secteur et dans la commune de Moulomp, et plus particulièrement dans l'arrondissement, de pouvoir au moins bénéficier de ce dépistage du col de l'utérus et du cancer de sein. Pour lutter efficacement contre ces maladies, la maîtresse sage-femme du centre de santé de Thionkessil et représentante du médecin-chef du district indique les voies à suivre. D'abord, vacciner les jeunes filles de 9 ans à 14 ans pour la prévention du cancer du col, et aussi chez les femmes en âge de reproduction, donc, de faire le dépistage précoce, donc au moins pour pouvoir détecter les cellules précancéreuses, savoir prendre en charge avant que ça soit à la phase terminale. Le maire de la commune de Moulomp souhaite pérenniser cette journée dans la zone du Blouf et invite l'État à l'accompagner dans ce sens. C'est une première et j'espère que si les conditions nous le permettent, avec bien entendu l'accompagnement de l'État et des structures sanitaires, je pense que ça sera un programme que nous pourrions bien entendu pérenniser ici, dans l'arrondissement de Tondouk, en collaboration bien entendu avec le SEMBE. Le SEMBE, c'est le collectif des maires du Boulouf. Pourquoi pas, pour pouvoir au moins permettre à tous ces personnages de pouvoir, à ces femmes, de pouvoir bénéficier effectivement et surtout anticiper. Au cours de cette journée de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, des infections sexuellement transmissibles ont été les cas diagnostiqués les plus fréquents, selon la maîtresse sage-femme Joséphine Colli. Merci beaucoup Hassan Ba. Et du sport, avant de clore cette édition, à Dara Djolof, la violence refait surface dans les Navétanes. De violents affrontements opposaient les supporters donc des équipes de Djambar, de Dara et de Carrefour, donc de Boulal. La deuxième édition des demi-finales des phases départementales a été émaillée donc d'incidents. Plusieurs blessés sont admis au centre de santé de Dara. Le véhicule de la gendarmerie et le stade Bassirou Sidi ont ainsi été vandalisés par des jeunes en furie. Cheikh Mbakenyan, président de l'ODCAV, condamne ces actes et promet bien sûr des sanctions. Suivant les détails, c'est dans ce compte-rendu de Nal Diop. La violence s'est encore invitée dans les Navétanes à Dara Djolof. Au stade Bassirou Sidi Ndiaye, de violents affrontements ont opposé supporters des ASC Djambar de Dara contre Carrefour de Boulal, match comptant pour la deuxième édition des demi-finales des phases départementales de l'ODCAV de Linguère. La première rencontre entre ces deux équipes a été émaillée d'incidents à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Selon le président de l'ODCAV de Linguère, Cheikh Mbakenyan, tout est parti d'un pénalty sifflé par le maître du jeu qui est revenu sur sa décision. Plusieurs personnes qui ont été blessés sont admises au centre de santé de Dara. Rappelons que l'année dernière, le préfet de Linguère avait suspendu le stade Bassirou Sidi Ndiaye à cause des affrontements entre deux ASC de la zone A. Le président de l'ODCAV de Linguère condamne et promet des sanctions pour endiguer les violences qui gangrènent le championnat national populaire, communément appelé Navétane. Et en raison donc de ces violences, le préfet du département de Linguère vient de prononcer une suspension jusqu'à nouvel ordre des matchs du mouvement populaire également appelé Navétane. Un deuxième motif précisé dans l'arrêté de l'autorité préfectorale est l'insuffisance des forces de sécurité pour assurer une bonne couverture des matchs. Le maire de la commune de Dara et le commandant de la compagnie de gendarmerie de Linguère sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué partout où besoin sera, conclut le préfet du département de Linguère, Ali Baïdekan. Fin donc de ce rendez-vous avec l'information que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. C'est l'ensuite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs et surtout, prenez soin de vous.